Pendant très longtemps dans l'arrêt cardiaque, on s'est focalisé sur une chose, c'était ventiler et masser un cœur pour qu'il reparte. Et finalement, le cerveau, en père-arrêt cardiaque, on le laisse de côté très souvent. On pense au cerveau en post-arrêt cardiaque souvent, mais en père-arrêt cardiaque, on n'avait qu'un but, c'était refaire partir ce cœur. Et l'assistance circulatoire va nous permettre de manager probablement un petit peu mieux le cerveau. Et donc, on va réenglober notre réanimation avec un objectif de préservation cérébrale en se détachant, changeant un peu le paradigme de « je veux refaire partir le cœur tout le temps » vers « je vais protéger un cerveau et le cœur, je pourrais peut-être le faire repartir secondairement ». Et c'est pour ça que le CPR prend toute sa place. Le CPR, c'est Extracorporeal Life Pulmonary Resuscitation. C'est quoi ce système-là? C'est soit ça peut s'appeler ECMO véno-artériel, VA, soit ECLS. Tout ça, ça veut dire la même chose, mais les recommandations ont parlé de CPR. Pourquoi? C'est que c'est une indication précise et qu'elle sort de la chirurgie cardiaque, c'est-à-dire que nous, urgentistes ou réanimateurs, nous pouvons mettre en place ces dispositifs. Alors comment ça se marche? 2 grosses canules en fémorale, une en veineuse qui va aspirer le sang, une autre en artérielle au niveau des artères iliaques, va pousser le sang à contresens dans l'aorte pour irriguer le tout. Et ça va passer entre ces 2 canules dans un dispositif d'une pompe qui va remplacer le cœur pour faire de la pression et dans un oxygénateur pour remplacer les poumons. Il y a aussi un réchauffeur qui permet de maintenir la température, mais ce n'est pas très important. Et ça va permettre d'avoir une circulation et une perfusion d'organes permanente pour les patients sous assistance. Et surtout, il y a eu un énorme progrès technique qui a miniaturisé ces dispositifs et qui permet de les sortir de l'hôpital de manière très concrète et de les balader autrement dans l'hôpital, aux urgences ou en réanimation. Le but de tout ça, c'est comme je vous le disais, c'est qu'on sépare le problème du cœur du problème du cerveau. Le cœur, on va pouvoir savoir ce qui se passe. Généralement, c'est un syndrome coronarien aigu. On a le temps d'aller en coronarographie pour se laisser le temps de traiter le cœur et se laisser surtout le temps d'avoir une évaluation neurologique. Donc voilà un peu le principe de cette assistance circulatoire. Et tout ça, en fait, est publié en 2008 par Chen. C'est des arrêts cardiaques intra-hospitaliers. Vous voyez une différence de survie très notable. Ceux qui ont une assistance circulatoire, 40% de survivants. Et là, c'est à l'hôpital, sur un hôpital cardiologique. C'est des arrêts cardiaques sur des syndromes coronariens aigus qui s'arrêtent aux urgences à l'arrivée. Donc là, nous, en France, on se dit, un peu partout dans le monde d'ailleurs, on se dit, allez, on se lance, on va faire des assistances circulatoires à tour de bras pour nos arrêts cardiaques. On les prend, on les amène à l'hôpital. Et puis nous, on regarde nos chiffres. Et surtout, on fait des recommandations en France en 2008. C'est probablement le seul pays qui a fait des recommandations à une époque où il n'y a aucune data. Clairement, on n'a pas de data quand on fait ça, et elles sont faites pour un but, arrêter d'amener tous les patients à l'hôpital pour des assistances, parce que ça va mal tourner autrement. Mais vous voyez que ces recommandations vont se baser sur quelque chose qui s'appelle le no-flow. Le no-flow, c'est la période sans aucun massage cardiaque entre l'effondrement et le début du massage cardiaque. On sait dans la littérature que c'est le meilleur critère pronostic. Le problème, c'est qu'en hospitalier, on ne le connaît jamais. Quand vous arrivez sur place, tout le monde vous dit « j'ai massé tout de suite » et quand vous reprenez en réanimation, vous apercevez que c'est 10 minutes plus tard, je l'ai entendu tomber, je l'ai appelé, il ne répond jamais, j'ai appelé mon fils parce que je ne connais plus les numéros d'urgence, ceci, cela. Ça met 10 minutes. Et ce no-flow-là, sur place, en fait, c'est le meilleur critère, mais on ne peut pas s'en servir parce qu'on va se baser sur quelque chose qui est faux pour l'indication. Et d'ailleurs, ça s'est très vite vu chez nous, puisque quand on a fait, en 2011, on a regardé 50 arrêts cardiaques qui avaient été amenés à l'hôpital, 2%, 4% de survivants, c'était terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, les infirmières appelaient ça les ECMOR. Ça ne donne pas envie de continuer le programme. Et là, on se pose la question de pourquoi tout ça? Et en fait, il y a 2 paramètres qu'on n'avait pas bien maîtrisés à l'époque. C'était la sélection des malades. C'est un point majeur dans tout ce qu'on fait sur l'assistance circulatoire dans l'arrêt cardiaque. Et les délais. Ce qu'on appelle le low flow, cette période de massage cardiaque pour arriver jusqu'à l'assistance circulatoire. Et donc, si on dit que le cerveau, on veut lui laisser le temps de l'évaluer, il faut qu'il soit en vie, ce cerveau. S'il est déjà mort, ça ne sert à rien d'aller plus loin. L'idée, ce n'est pas de dire que l'ECMO va sauver tout le monde. C'est juste se donner du temps pour évaluer un cerveau encore en vie. Et donc, il va falloir sélectionner les patients. Et comment les sélectionner? Alors, le classique, vous savez, c'est les hypothermes à moins de 32 degrés. Ça a été montré dans plein d'études. On différenciera quand même les hypothermes dits asphyxiques, noyés, avalanchés, des hypothermes non asphyxiques qui ont clairement un bien meilleur pronostic. Nous, on voit sur nos
SDF, sans domicile fixe, qui font des arrêts aidés par l'alcool en pleine nuit, ont des pronostics extrêmement favorables, quel que soit le no-flow d'ailleurs et l'état clinique. Et d'ailleurs, c'est une pathologie, nous, qu'on rencontre plus l'été que l'hiver aujourd'hui. Donc, tout arrêt cardiaque extra-hospitalier sur la voie publique nécessite une température. Il n'est pas possible aujourd'hui de ne pas prendre de température sur nos arrêts cardiaques. Et on va les sélectionner. S'ils ont une hypothermie inférieure à 32 degrés et un potassium inférieur à 12, eh ben, il faut aller vers l'assistance. 12 de potassium, il faut y aller quand même, hein. Bon, il y a les intoxications. Frédéric Beau, il y a un certain temps, avait été le premier à publier en 2007 les désintoxications mises sous assistance circulatoire. Ça marche très bien. C'est vraiment quelque chose qui change la donne de ces patients-là, quel que soit le low flow. Mais attention, quand on parle d'intoxication, on parle des intoxications des neuroprotecteurs. Que ce soit des cardiotropes, les bêta-bloqueurs par exemple sont des très très bons neuroprotecteurs, ou des psychotropes, oui, vous avez une neuroprotection. Par contre, les drogues dites récréatives, cocaïne, ecstasy et compagnie, sont des destructeurs cérébraux. Ils ne protègent pas le cerveau. Donc un arrêt cardiaque suite à une intoxication de ce type de drogue ne protégera absolument pas le cerveau. Il faut donc les exclure de la notion d'intoxication. Donc en gros, il y a les patients neuroprotégés, les hypothermes, les intoxiqués, et on va rajouter les anesthésies générales, où il y a les arrêts à l'induction ou péropératoires, qui sont aussi des très très bonnes indications. Le patient est généralement neuroprotégé par les drogues d'anesthésie. Il fait froid au bloc opératoire, donc ils sont tous un peu hypothermes. Et en principe, ils ont un no-flow strictement nul s'il y a quelqu'un dans la salle pour surveiller. Après, la question, c'est les syndromes coronariens aigus, quoi. Et les autres. C'est quand même plus de 80% de nos arrêts cardiaques aujourd'hui. Comment les sélectionner ? Je crois que maintenant, le meilleur signe, le meilleur critère qu'on retrouve, c'est les signes de vie. Si vous avez un patient qui a des pupilles en myosis ou intermédiaire réactive, une respiration, des gaspes ou des mouvements, c'est-à-dire que le cerveau ou le tronc cérébral au minimum est en vie. On a une chance de pouvoir évaluer ce patient un peu à long terme. Donc un patient qui a des signes de vie aujourd'hui, je pense qu'après 20 minutes de réanimation, il doit avoir une assistance circulatoire, c'est relié à de bons pronostics. Dans l'autre sens, et c'est extrêmement important, on peut exclure une catégorie de patients. Les asystolies sans signe de vie, c'est 100% de mortalité sans neuroprotection. C'est quand même l'essentiel de nos patients aujourd'hui, en préhospitalier. Donc ceux-là, il n'y a pas d'arrière-pensée à avoir. Aujourd'hui, dans toutes les séries quasiment, dans toutes d'ailleurs, il n'y a pas de survivants de ce type de patients. Alors ça, c'est l'algorithme que nous, on utilise aujourd'hui au SAMU de Paris. Ce n'est pas la vérité, c'est ce qu'on pense être bien. C'est-à-dire qu'on va prendre les neuroprotégés, comme vous voyez, ou tout patient, quel que soit son rythme, qui a des signes de vie. S'il est en asystolie, mais qu'il a des signes de vie, ce n'est pas un problème. Vous verrez beaucoup d'algorithmes dans la littérature qui se focusent sur la fibrillation ventriculaire. Mais une fibrillation ventriculaire avec un cerveau mort, ça ne change rien au problème. Ce qu'il faut, c'est vraiment des signes de vie, une hypothermie ou une intoxication ou une anesthésie. Si on n'est pas dans ce cas-là, on va rajouter certains types de patients, ceux qui n'ont pas de comorbidité majeure, qui ont un arrêt cardiaque avec un no-flow strict de moins de 5 minutes. Le moins de 5 minutes, en gros, c'est l'arrêt cardiaque, soit devant les secours pour une douleur thoracique qui avait été appelée, soit la personne qui s'effondre, et quand vous arrivez, le premier témoin, il dit « Moi, je l'ai vu s'effondrer, j'ai massé immédiatement, même avant d'appeler, j'ai fait appeler par quelqu'un d'autre. » Ça, on est sûr d'un no-flow de moins de 5 minutes. S'il a un rythme choquable ou une dissociation électromécanique, une STCO2 à plus de 10 au moment de la décision, et qu'on soit en 60 minutes en pompe, voire 100 minutes. Vous voyez que pour les premières catégories, le low flow ne va pas intervenir, la période de durée de massage cardiaque. Donc si vous êtes loin d'un centre d'assistance circulatoire, mais que votre patient il a toujours des signes de vie parce que vous avez une réanimation d'une très bonne qualité, ce n'est pas un problème. Cette influence du temps, là on a parlé de la sélection, je vous ai dit que le deuxième problème c'était le temps. Vous voyez, c'était Chen, et ça c'est un papier un peu plus récent, la décroissance en fonction du temps de la survie. Vous voyez, ça va très très vite. On a calculé que ce temps, le pourcentage de survie diminue par minute. Ce n'est pas par 5, 10 minutes, c'est par minute. C'est donc une vraie course contre la montre pour l'assistance circulatoire. Alors, quand on a une course contre la montre, la première question, c'est quand est-ce que j'enclenche le chronomètre ? Donc, le T0, c'est l'effondrement. Mais à partir de quand je vais dire que ma première ligne de traitement, c'est-à-dire
massage cardiaque et défibrillation ne marchent pas. Je suis en échec de ma première ligne de traitement et que je vais proposer une deuxième ligne de traitement qui est l'assistance circulatoire. Je préfère utiliser ces terminologies de première ligne et deuxième ligne de traitement plutôt que sauvetage ou quoi que ce soit. Je crois que maintenant, on est vraiment dans une première et une deuxième ligne de traitement comme on est en cancérologie. Cette deuxième ligne de traitement, elle doit être enclenchée, si on regarde ce registre américain, après 16 minutes. Après 16 minutes dans ce registre américain, qui collecte énormément de patients, il y a moins de 1% de survivants à la sortie de l'hôpital. C'est confirmé dans d'autres études, ça c'est une équipe asiatique, 20 minutes, c'est le chiffre qu'ils vont trouver eux comme temps, où la balance bénéfice-risque entre passer première et deuxième ligne est à 20 minutes. Et ce qui était aussi intéressant dans ce papier-là, si vous regardez les patients qui ont survécu à long terme, ceux qui ont un meilleur pronostic neurologique, c'est ceux qui ont survécu avec une assistance circulatoire. Ce qui montre bien l'effet à long terme de l'assistance circulatoire sur la neuroprotection, même pendant la période d'arrêt cardiaque. Bon, on a le début, 16 minutes. Maintenant, combien de temps on a ? Si on regarde cette étude, vous avez les survivants qui sont là, les décédés sont là, on peut quasiment tirer un trait pour se dire qu'on a 60 minutes. On a une vraie golden hour pour l'arrêt cardiaque entre l'effondrement et la mise en pompe. Attention, pendant longtemps, on s'est trompé, on pensait que le début, c'était quand les équipes arrivaient sur place. Non, le chronomètre, il commence physiologiquement quand le patient s'effondre. Ce n'est pas plus tard. Donc on a 60 minutes. Ça veut dire qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps pour organiser tout ça. On compte en moyenne qu'il faut 20 minutes pour une insertion d'assistance circulatoire. C'est-à-dire qu'à 40 minutes, vous devez être en possession de votre assistance circulatoire à côté du patient, en post-arrêt cardiaque. Alors, les deux stratégies. Il y a le load and go, c'est-à-dire je prends le plus rapidement mon patient et je fonce à l'hôpital. L'équipe de Minneapolis sont les leaders dans ça aux États-Unis. Grosse équipe. J'y arrive pas. Hop, voilà. 72 patients sont amenés au Cath Lab, à la Coro, directement. Vous voyez qu'il n'y en a que 62 qui vont rentrer après vers l'assistance parce qu'il y en a 10, ils ont été mal triés. Et vu qu'ils n'étaient pas réanimés correctement, en pré-hospitalier, pas intubés, pas de voie veineuse ni rien, il y a des reprises d'activité cardiaque là. 55 vont avoir l'assistance, donc ça c'est les échecs de pause. 47 vont aller en réanimation, c'est ceux qui ne vont pas reprendre d'activité cardiaque, qui suppriment eux dans leur étude volontairement. Et ils vont trouver plus de 40% de survivants, comparé à 15% dans leur groupe contrôle. Attention, c'est 40%, comme toujours dans les études, il faut bien lire de quoi ça correspond. Ça correspond sur les 47 patients. Pas sur les 72. Donc attention, ce n'est pas en intention de traiter, parce que vous, dans votre démarche, vous avez mobilisé la coronarographie et tout ça 72 fois pour finalement que 47 patients arrivent en réanimation. Ça pose un deuxième problème, ça c'est la carte de Minneapolis. Ils ont tiré un cercle autour de l'hôpital pour dire quels étaient les patients qui pouvaient être éligibles. Les autres sont considérés comme trop loin. Donc il y a une inégalité sur le territoire de soins quand on procède comme ça. L'autre question, c'est la qualité de la réanimation. Comment je réanime correctement mon patient ? Alors vous allez me dire, il y a les masseurs automatisés, mais comment je ventile du coup ? Combien il faut être dedans ? On sait maintenant que les décélérations en ambulance per arrêt cardiaque, il y a des mouvements qui font augmenter la pression intracrânienne de manière très importante, qui donc grèvent le pronostic neurologique. Donc la qualité de la réanimation pendant le transport, elle n'est pas claire du tout aujourd'hui. L'autre point, c'est quand on fonce pour retourner à l'hôpital, c'est l'accident, c'est la sécurité de nos équipes. Ça doit quand même être notre priorité, la sécurité des équipes avant tout. Le dernier point, c'est la disponibilité de la Coro 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de pouvoir arrêter votre programme quand les secours vont appeler pour dire « stop, il faut s'arrêter, il y a quelqu'un qui arrive dans 10 minutes ». Je ne sais pas comment sont vos coronarographistes, les miens, quand on leur explique qu'on va faire ça, c'est pas la joie. Et puis surtout, ils disent, moi je ne stoppe pas tout pour un arrêt cardiaque qui n'est pas encore récupéré, dont la moitié, on ne sait même pas si on va les brancher en fait. En France, on a essayé quand même de faire ces aspects de load and go. C'est Nancy qui a fait ça de manière extrêmement stricte et très très bien organisée, avec des temps préhospitaliers, intra-hospitaliers de transfert à l'hôpital. Ils ont vraiment tout protocolisé, fait une chaîne, un numéro unique. C'est vraiment très bien fait. Ce qu'ils ont fait, c'est Taillard Chouette qui a fait ça.
Vous voyez, ils ont baissé les temps de 100 minutes à 80 minutes. Ils ont gagné 20 minutes avec le protocole. Donc, quand on fait un protocole, et nous, on a vu la même chose au moment où on a lancé les protocoles, vous gagnez 20 minutes par l'organisation. Néanmoins, ils sont à 80 minutes en pompe et pas à 60 minutes. Donc voilà, il y a des limites à ça et eux aussi, ils ont pris que l'hypercentre de Nancy pour arriver à faire ça. Pourquoi tout ça? Parce que quand on regarde la load and go stratégie, c'est les temps moyens d'extraction d'un patient. Ça, c'est à Vienne. Vienne, c'est à peu près comme toutes les grandes villes, avec le trafic et l'extraction, c'est 57 minutes. Alors, évidemment, nos collègues ont dit, oui, c'est parce que vous avez des équipes médicales, vous perdez du temps, bien évidemment, parce que le médecin, ça perd du temps. Donc, on a regardé chez les paramédics, 57 minutes aussi. Parce que dans une ville, le problème, c'est pas la distance, c'est l'extraction du malade. Le malade, là, il est à 100 mètres d'un hôpital qui fait de l'assistance circulatoire, mais pour le sortir, il faut prendre ce bras articulé des pompiers. Ça ne met pas 10 minutes à se mettre en place. Le problème, c'est la distance, parce qu'on a deux limites, l'horizontalité et la verticalité. Alors nous, on n'a peut-être pas tous des buildings, mais même un petit pavillon, des fois, c'est compliqué d'en sortir. Donc voilà, le problème, il est là. Pour atteindre l'hôpital, il nous faut du temps. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, nous, on va développer un système. Le SAMU, c'est amener l'hôpital au pied du malade pour les urgences vitales. Et formons-nous, faisons ça pour les amener près de nous. Alors la première question qu'on s'est posée, c'est comment on va les poser. On a pensé au départ à faire on a d'ailleurs commencé comme ça, à faire de la percutanée avec l'échographe et compagnie. Ceux qui ont bien publié ça, c'est les gens de San Diego, une équipe qui fait ça aux urgences d'Américains. Eux, ils font étape par étape, c'est-à-dire que le malade arrive, vu qu'ils ne sont pas réanimés, ils intubent et compagnie. Pendant ce temps-là, il y a l'un des médecins qui met un cathé central et une artère en fémorale et ils vont changer sur guide. Plutôt intéressant comme technique. Le problème, c'est qu'ils sont à 20% d'échec parce que per arrêt cardiaque, ça bouge, l'échographe, les flux sont difficilement visibles des fois, il faut piquer plusieurs fois, ça peut faire des hématomes. Ils ont des difficultés quand même de pause dans cette situation-là. C'est pour ça que nous, on a développé une voie qu'on va dire mixte, où on va ouvrir à l'endroit où on pose le cathé central, c'est-à-dire très en haut dans le triangle de Scarpa, mais pas le plus haut du triangle de Scarpa. L'idée, c'est juste d'ouvrir pour le sac, de voir où sont les vaisseaux. On va juste ouvrir le sac pour pouvoir après faire une cathétérisation de Seldinger comme un cathé central et avoir, vous voyez, les deux canules, ce qui va aussi nous permettre de reperfuser le membre dans le même temps, parce que je vous rappelle que la canule artérielle est de très gros diamètre et que l'artère est des fois un peu plus petite, et du coup, il y a une ischémie qui est en dessous, donc on est obligé de mettre un cathéter dans l'autre sens pour perfuser. La complication la plus importante dans les ECMO, c'est très souvent l'ischémie du membre qui va nous embêter. À la fin, on a quelque chose qui est comme ça, voilà. On a un taux d'échec qui est autour de 7%, qui est le taux d'échec des chirurgiens quand ils font la technique classique. Et surtout, on a comparé la pause en intra-hospitalier et en extra-hospitalier. C'est exactement le même taux d'échec et les mêmes durées. Donc, c'est constant comme technique de pause. Donc, notre but, c'était vraiment ça, c'est qu'on était à l'hôpital autour de 100 minutes et c'était vraiment de le réduire à 60 minutes en pré-hospitalier pour gagner de la survie. Et donc ça, c'était le premier papier qu'on avait publié sur la faisabilité. Et vous voyez, on enlève cette barre rouge et on passe des 100 minutes aux 60 minutes. Et donc, on a continué ce système-là après cette première étude de sécurité. Ça nous a permis d'en poser un peu partout, le métro, le supermarché. Le supermarché n'a pas été fermé d'ailleurs, sur des zones d'extraction un peu difficiles. Le Louvre, on regarde tous ça, mais ce n'est pas les bonnes choses qu'il faut regarder. Les vraies belles choses, c'est le radeau de la Méduse et la liberté guidant le peuple. Salle rouge, c'est quand même les deux plus beaux tableaux du Louvre, probablement, pour moi. Bref, les résultats. Il y a 3 colonnes. Sélection, on appelle sélection moins, ce qui était l'ancien protocole qui était basé plus sur le no-flow. Le sélection plus, c'est le nouveau protocole que je vous ai montré qu'on utilise plus sur les signes de vie. Quand vous n'avez pas de sélection, et le protocole, vous l'avez là, c'est-à-dire préhospitalier plus de l'adrénaline, pas plus de 5 mg, parce que 5 mg, c'est 20 minutes de réanimation, et on va directement à l'angio. Quand vous n'avez ni la sélection, ni le protocole, vous n'avez que 3% des patients qui vont survivre CPC 1 ou 2, c'est-à-dire de bons pronostics, à la sortie de la réanimation. Quand vous commencez à sélectionner vraiment vos malades, même si vous ne respectez pas complètement le protocole, vous avez vu le bon, 19%. Donc la sélection, c'est indispensable dans nos procédures. Et puis quand vous faites tout correctement, on est monté à 38% de survivants CPC 1 ou 2. Donc clairement, je vous rappelle, le moment où on branche ces assistances circulatoires, on est quand même à 60 minutes en temps moyen. C'est des patients qui étaient décédés autrement. Le groupe contrôle, ça serait décédé, quoi.
Aujourd'hui, on a une étude randomisée où on compare la pause intra-hospitalière et extra-hospitalière. On avait demandé au comité d'éthique de faire un 3e groupe sans assistance circulatoire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude randomisée sur ça. Ça a été refusé par le comité d'éthique pour nous, parce que c'était considéré comme un soin. Il n'y a pas d'autre alternative de toute façon. Alors, je sais qu'il y a une équipe hollandaise qui aujourd'hui fait une randomisée ECMO versus pas ECMO. On aura au moins ce résultat-là. L'autre intérêt de la préhospitalière, c'est ça, c'est la projection. C'était un malade qui était dans le 95, et il était loin de tout. Avant, même pas de discussion pour l'emmener à l'hôpital. Ils sont loin de tout. Et ben nous, on va utiliser le temps, les 20 premières minutes, pour se projeter avec un hélicoptère sur place et poser l'assistance circulatoire. Aujourd'hui, ce type de patient-là, qui avant n'avait même pas l'espoir d'être appelé, ont autour de 12% de survivants sans séquelles neurologiques. C'est quand même quelque chose qui change et qui, en termes d'équité sur le territoire, en termes de soins, est extrêmement important à mon sens. Une idée qui reste qu'à une équipe, ce n'est pas une bonne idée. Ça veut dire qu'elle n'est pas transposable. Là, c'est d'autres équipes françaises, Lyon qui s'est mis à en faire, Lille aussi s'est mis à en faire. Et là, c'est intéressant parce que c'est une équipe qui n'a pas d'équipe constituée préhospitalière, et puis ils avaient un patient qui était loin de tout. Et ben, entre guillemets, sans organisation, ils ont décidé de la poser en préhospitalier. Vous voyez, il y a 2 hélicos. Il y a un hélico qui était chercher des chirurgiens cardiaques, une autre qui était chercher un autre SAMU et compagnie, et ils se sont mis à le faire. Alors, je pense que ce n'est pas bien, entre guillemets, de ne pas l'organiser à l'avance, mais ça veut dire que quand même, il y a une évolution globale, c'est que c'est reproductible partout. On a aussi des centres hospitaliers non universitaires qui commencent à le faire aussi. On a Perpignan, et puis on a d'autres pays dans le monde qui se sont mis à le faire. On a formé Madrid, Bruxelles récemment. Voilà, il y a d'autres gens qui vont s'y mettre. Et puis, il n'y a pas que nous. Je vous ai présenté le Minneapolis tout à l'heure. Et ben, les Américains, pour la première fois, ils disent qu'il y a un intérêt à mettre un docteur en préhospitalier. C'est pour faire quoi? C'est pour faire de l'ECMO. Alors, eux, quand ils y vont. 20 millions de dollars pour le projet. Nous, on n'arrive pas à payer les canules. Eux, 20 millions de dollars. Alors, comment on s'organise? Ça, on avait fait ça avec des collègues un peu du monde entier parce qu'on voulait dire que tout le monde pouvait s'organiser. Il n'y avait pas besoin d'une logistique si folle que ça. C'est 6 personnes, la prise en charge de l'arrêt cardiaque plus une assistance circulatoire. On va diviser l'équipe en 2. 3 qui vont être en charge de l'arrêt cardiaque, ce que les Américains appellent le code. Il y a un team leader qui va tout organiser au départ. 2 paramédicaux qui peuvent être soit des nurses, soit des paramédics, des infirmières, pardon, qui vont gérer la qualité de la réanimation. Une fois que tout est lancé, qu'on arrive à 20 minutes, vu qu'il n'y a plus de médicaments à faire et compagnie, ce fameux team leader, il va pouvoir aller aider sur l'ECMO. Parce que votre médecin, il va s'habiller d'ECMO pour la poser, aidé par ce confrère, et vous avez 2 autres paramédicaux qui vont pouvoir aider. En pratique, ça donne quoi? Voilà un exemple. Là, il y a les 2 paramédics qui vont gérer l'arrêt cardiaque. Là, je suis en train de m'habiller comme docteur posant l'ECMO. C'est mon collègue là qui était avant le team leader qui va venir m'aider, et 2 paramédicaux qui vont venir nous aider. Un pour débuller la machine, pour faire le priming, et un autre pour nous servir. Mais on a des kits préfaits, finalement, il n'y a plus beaucoup grand-chose à servir. Quelques secondes pour vous montrer un film en réalité. On peut couper le son même complètement. Vous voyez, le patient est d'ailleurs garde du Nord, il fait l'arrêt cardiaque et il est sous massage automatisé. Vous voyez qu'on n'arrêtera jamais le massage. C'est aussi l'un des points qui est extrêmement important, c'est qu'on peut masser tout au long de la pause en faisant une technique plutôt basse que plus haute comme les chirurgiens. Donc il y a une première partie qui est un tout petit peu instrumentale, qui est juste un bistouri et des écarteurs. Vous allez voir qu'il ne faut quasiment pas d'instrument, que l'instrument qu'on préfère, nous, c'est le doigt. Parce que le doigt, ça dissèque et ça ne peut rien blesser. Vous voyez, hop, on fait vraiment au doigt, ce n'est pas très compliqué. Alors, on essaie d'être habillé en stérile. Au début, on n'a pas plus d'infection nosocomiale que quand c'est posé à l'hôpital. Au début, c'était la grande question, est-ce que vous allez avoir des infections? Maintenant, la question, c'est pourquoi vous vous habillez, vous perdez du temps. Bon. Vous avez vu, j'ai juste utilisé les ciseaux pour ouvrir le sac des vaisseaux. C'est le seul moment où on utilise les instruments pour savoir où ils sont. Et puis après, on pique, vous voyez le sang veineux. On va mettre un guide dedans. Et puis voilà, après, c'est fini en fait. Le temps moyen de pause, il est autour de 12 minutes, 12 à 14 minutes. Complet entre le moment de l'incision et la connexion. Donc voilà, le guide. Après, c'est vraiment un cathé central. Bon, on va juste attendre la canule pour que vous voyez que c'est un gros cathé central.
mais ce n'est pas plus compliqué. Donc il y a un petit problème de dilatation toujours. Voilà, on dilate. L'avantage de la technique, c'est que vous faites tout sous contrôle de la vue. Quand vous faites en percutané, souvent vous êtes obligé de piquer plusieurs fois, et c'est un vrai problème en post-assistance parce qu'ils font des très très gros hématomes. Voilà, vous voyez la canule, c'est quand même un gros engin, quoi. Un gros caté, quoi. La dialyse, elle tourne bien là-dessus. Donc voilà. Voilà l'insertion. Après, on fait la même chose sur l'artère et on va connecter. Juste, l'ECMO, c'est une stratégie qui est globale. On ne peut pas faire de l'assistance tout seul dans son coin. C'est vraiment un travail d'équipe. Et ça n'a pas de sens si les réanimateurs, les cardiologues, tout le monde ne suit pas le mouvement et fait ensemble. On avait regardé d'ailleurs avec nos cardiologues les coraux et on a eu un début d'explication de pourquoi ils faisaient probablement des arrêts cardiaques réfractaires. C'est qu'ils ont des lésions très proximales et multiples. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas repartir la plupart du temps, ces patients-là. Il commence à y avoir vraiment de la data sur l'ECMO dans l'arrêt cardiaque. Il y a de plus en plus de papiers qui sortent. On n'a pas de randomisé, mais quand même, on a de plus en plus de papiers. L'autre chose qui est importante, c'est que quand vous maîtrisez la pose de l'assistance circulatoire, c'est-à-dire l'accès des vaisseaux, vous pouvez utiliser d'autres techniques invasives. Vous savez que se développe beaucoup le REBOA, qui est un ballon intra-aortique pour le contrôle des hémorragies. Et notre équipe, par exemple, qui faisait de l'ECMO, maintenant fait du REBOA en même temps. Et là, c'est la première pose d'un REBOA dit en zone 1, donc très très haute, en préhospitalier avec des effets plutôt positifs. Donc voilà, ça ouvre la voie à d'autres voies de pensée sur la réanimation un peu invasive préhospitalière. Donc dans notre chaîne de survie, je pense pour conclure que maintenant, il faut clairement intégrer l'ECMO. Ça me paraît indispensable. Mais attention, ne nous trompons pas d'objectif quand même. On peut investir dans l'ECMO, mais je vous rappelle que les premiers maillons resteront les plus importants dans la réanimation cardiaque. Il ne faut pas se tromper là-dessus. On n'est que là. Il faut donc former les gens. Nous, on a une application pour les citoyens, pour les appeler, qui s'appelle Sauve Life, qui peut-être sera disponible en Belgique. Et puis l'ECMO est derrière, est plus petit en termes de rationnel. C'est tout à fait faisable de poser une ECMO. Il faut juste se former. Il y a eu des évolutions techniques qui nous ont beaucoup aidés là-dessus. Il faut un protocole qui soit strict. Indication, protocole de pause et de réanimation. La réanimation, on n'en a pas parlé, elle est extrêmement lourde. C'est 100% de défaillance multiviscérale. C'est pas dur. Ils sont défaillants de partout. Protocole de sélection, c'est la signe de vie, je crois, au premier plan. Et il faut être en 60 minutes en pompe, ça doit être notre objectif. Il y a une étude multicentrique en cours. Et si vous voulez vous former, on fait de temps en temps des formations sur Paris. N'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre attention.